Bonjour à tous. Ce matin, nous allons voir le cours de chimie par rapport au programme de la terminale sciences mathématiques expérimentales. Et le thème de ce matin porte sur la cinétique chimique. Et le sous-thème est cadré spécifiquement sur le mécanisme des réactions. Et donc, dans ce cours, il sera question de définir c'est quoi le mécanisme des réactions, d'énumérer pratiquement les étapes et les phases d'un mécanisme réactionnel et donner un exemple de type de mécanisme. Bien, donc, qu'appelle-t-on mécanisme? On parle de mécanisme, le terme mécanisme signifie d'abord un processus. Donc, si on parle de mécanisme de réaction, le mécanisme de réaction constitue pour nous comme étant l'ensemble des étapes ou des phases où réellement on peut quitter des réactifs via des produits. Donc, si vous voulez, en termes beaucoup plus pratiques, un mécanisme réactionnel constitue pour nous comme étant l'ensemble des mécanismes du comportement lié microscopique des réactifs pour donner naissance à un certain nombre de produits. Donc ici, lorsque nous parlons donc du mécanisme, le mécanisme donc des réactions tient compte de quoi? Tient compte réellement d'un ensemble d'étapes. Donc cet ensemble d'étapes-là explique pratiquement le comportement quoi? Le comportement donc microscopique. Le comportement microscopique donc des réactifs pour donner naissance au produit. Donc en ce moment on parle d'un mécanisme de réaction. Maintenant, lorsque nous parlons de ce mécanisme-là comprend un certain nombre d'étapes qu'on appelle encore des phases. Donc, si nous parlons donc, des étapes d'un mécanisme ou des phases d'un mécanisme, un mécanisme réactionnel est caractérisé par trois phases. La première phase, c'est la phase qui est liée par rapport à l'initiation. Donc, cette initiation, on va tout à l'heure définir. La deuxième phase est caractérisée par la propagation de la chaîne. On parle de la propagation de la chaîne. Bien. Ensuite, en 3, on parlera de la rupture. La rupture de la chaîne. Bien. Maintenant, lorsque nous parlons de l'initiation, l'initiation est caractérisée par quoi? Il faut comprendre que lorsque nous parlons de l'initiation, l'initiation est caractérisée par un certain nombre de phénomènes. Donc, ça correspond pratiquement à une interaction donc, entre quoi? Entre l'énergie donc, photochimique, une énergie photochimique et une molécule de quoi? Donc, si vous voulez, avec une molécule, donc une molécule de réactif. Voilà, avec une molécule de réactif. Donc, même si on a plusieurs réactifs, on tiendra compte réellement de cette interaction. Et lorsqu'il y a cette interaction, l'énergie qui est émise au cours réellement de cette initiation va correspondre pratiquement à la formation de quoi? À la formation donc des centres quoi? Des centres actifs. Des centres actifs. On sous-entend ici par centre actif comme toute espèce qui peut être donc à l'état ionique ou bien qui peut être à l'état moléculaire, qui est considéré ici comme quoi? Comme un radical quoi? Comme un radical libre. Donc, si on parle de radical libre, on veut parler tout simplement de tout corps qui a la possibilité soit de perdre un ou bien qui a la possibilité donc de gagner donc un ou plusieurs électrons au cours d'un processus. On parle en ce moment des radicales libres. Donc au cours donc, de cette initiation,
on a dit que nous partons pratiquement à la formation de centres actifs. Maintenant, après la phase d'initiation, nous avons ce qu'on appelle la phase de propagation. Bien, la phase de propagation correspond à quoi? Elle correspond pratiquement à la disparition, donc à la disparition et donc la régénération donc, des centres actifs. Donc on parle de la disparition et la régénération des centres actifs. Bien, et qu'est-ce qu'il faut retenir au niveau de la propagation de la chaîne? Dans la propagation de la chaîne, il y a un processus qu'il faut beaucoup remarquer. Généralement, lorsque nous parlons du mécanisme réactionnel, une réaction est toujours caractérisée par quoi? Est toujours caractérisée par l'équation quoi? Par une équation qu'on appelle l'équation bilan. Donc, au cours de l'établissement de l'équation bilan, si nous constatons que la phase de propagation aboutit à l'équation bilan, en ce moment, on dit que on a affaire à quoi? On a affaire à une propagation de la chaîne lorsque la chaîne est considérée comme une chaîne à réaction linéaire. Donc en ce moment, on suppose que le nombre de centres actifs, le nombre de centres actifs est égal à quoi? Est égal au nombre de réactifs. Si le nombre de réactifs correspond au nombre de centres actifs, on dit en ce moment qu'on a affaire à une propagation à chaîne linéaire. Et généralement, cette phase de propagation va toujours aboutir à l'équation quoi? À l'équation bilan. Ensuite, vous pouvez remarquer une situation au cours de la propagation. Il se peut de fois que le nombre de centres actifs soit différent du nombre de réactifs. Si le nombre de centres actifs est différent du nombre de réactifs, en ce moment, on dira qu'on a affaire à une propagation dont la chaîne est quoi? Dont la chaîne est considérée comme une chaîne ramifiée. Une chaîne ramifiée. Donc ça explique pratiquement la phase de quoi? La phase de propagation. Après donc cette phase de propagation, nous allons voir la phase qu'on appelle la phase de quoi? La phase de rupture. La phase de rupture. La phase de rupture constitue pour nous comme étant la dernière phase. Donc cette phase de rupture, elle correspond pratiquement à la disparition complète. Donc on procède pratiquement à la disparition complète des centres quoi? Des centres actifs. Lorsqu'on assiste à la disparition complète des centres actifs, on parle de quoi? On parle de la rupture. On parle de la rupture de la chaîne. Donc la rupture de la chaîne est remarquée lorsque on assiste pratiquement à la disparition complète des centres actifs. Ça, ce sont les différentes phases. Donc, grosso modo, on retient que un mécanisme réactionnel est caractérisé par trois phases. La première phase, c'est la phase d'initiation. La deuxième phase, c'est la phase de propagation. Et la troisième phase, c'est la phase de rupture. Donc, tout à l'heure, nous allons prendre un exemple type pour expliquer réellement les différentes étapes d'un mécanisme réactionnel. Bien. Donc, un exemple type que nous allons prendre ici, l'exemple type que nous allons prendre pratiquement la réaction donc de monochloration, voilà, du méthane. Bien, et il faut bien préciser que cette réaction là, elle est considérée comme une réaction de quoi? Comme une réaction de substitution. En chimie organique, cette réaction elle est considérée comme une réaction de substitution. Donc, lorsque nous parlons de la monochloration du méthane, l'équation bilan de cette réaction est caractérisée par quoi? Donc, nous avons le méthane qui est représenté par la formule CH4. Et quand on parle de la chloration c'est la fixation du dichlore. Donc, le dichlore se fixe. Donc, au cours de cette réaction, on parle d'une réaction de substitution. Donc, l'atome de chlore
étant très actif, il va venir capter un atome d'hydrogène ici, donc pour la formation de HCl plus quoi. Il va rester ici le CH3 et le Cl qui vont se combiner pour la formation de CH3Cl. Ça constitue pour nous comme étant la réaction de monochloration. Pourquoi on parle de monochloration? Parce que le chlore a remplacé un seul atome d'hydrogène dans la molécule du méthane. Voilà l'équation binôme de la réaction. Maintenant, lorsque nous devons décrire donc les phases donc, de ce mécanisme, pour décrire les phases de ce mécanisme, on va tout à l'heure se référer des étapes que nous allons définir tout à l'heure. Donc, la première phase, on a dit que c'est la phase liée par rapport à l'initiation. Comme on l'a dit, l'initiation, c'est une interaction entre une des molécules du réactif avec l'énergie photochimique. Mais on va voir, entre les deux molécules-là, quelle est la molécule qui a la possibilité d'absorber de l'énergie? Le méthane étant un corps incolore, le dichlore étant un corps coloré, donc on constaterait que le dichlore a la possibilité d'absorber beaucoup plus d'énergie par rapport au méthane. Donc le dichlore va subir ce qu'on appelle la phase d'initiation. Donc au cours de cette phase d'initiation, le dichlore va être en contact avec l'énergie photochimique, donc si vous voulez la lumière. Au cours de cette réaction, on a dit qu'on procède à la formation de quoi? La formation de deux centres quoi? De deux centres A actifs. Comment les centres actifs là apparaissent? C'est en cela il faut avoir un peu de notion par rapport à la configuration électronique des atomes, des éléments. Donc quand vous prenez le chlore, le dichlore, le chlore du moins c'est un élément dont le numéro atomique est égal à 17. Donc dans sa structure électronique, on a le cas de L4M7. Donc il a 7 électrons sur sa dernière couche. Donc dans la représentation de Lewis, nous constatons que la 3 double électronique est un électron célibataire. Il a besoin d'un seul électron pour avoir la configuration électronique des gaz là. Donc il se comporte comme un radical libre. Donc au cours de la réaction, le Cl2, donc en présence de la lumière, donc va passer à quoi? Comme on a deux atomes de chlore, donc chaque atome de chlore sera considéré comme un radical libre, donc il est représenté ici par Cl point plus Cl point. L'écriture là, on appelle Cl point. On appelle Cl point, il est encore appelé le centre A actif. Pourquoi centre actif? Parce que c'est un corps qui est considéré comme un radical libre. Donc il faut comprendre que cette quantité d'énergie qui a été émise ici, elle est considérée comme une énergie quoi? Comme une énergie photochimique. Donc dans l'étude des ondes électromagnétiques, on montre que cette quantité d'énergie photochimique a été établie par Planck, qui montre que l'énergie est égale à quoi? Ce n'est rien d'autre que la valeur de la constante de Planck qui est notée par H, multipliée par quoi? Multipliée ici par la fréquence d'émission qui est nu. Pourquoi la fréquence d'émission? La lumière va taper pratiquement le dichlore. Quand la lumière tape le dichlore, qu'est-ce que le dichlore a la possibilité de faire? La liaison qui lui renferme cette liaison va être disloquée. Quand la liaison se disloque, cette liaison est disloquée à travers cette quantité d'énergie. Et pour qu'elle soit disloquée, il faut qu'il y ait une fréquence d'émission. Donc, cette fréquence d'émission là, qui est notée ici par nu, donc on appelle ça fréquence d'émission. Et cette fréquence nu est égale à quoi? Ce n'est rien d'autre que la célérité de la lumière dans le vide divisée par quoi? Divisée par la valeur de la longueur d'onde. Donc, C signifie pour nous comme étant la célérité. Donc, lambda signifie pour nous comme étant la longueur quoi? La longueur d'onde. Donc, au cours de cette réaction, on pourra montrer finalement que l'énergie est égale à quoi? On a H. On multiplie par nu est égal à quoi? Est égal à C sur lambda. C'est cette quantité d'énergie qui est émise au cours de cette réaction. La question qu'il faut se poser ici, vous comprenez que le dichlore est venu avec une certaine quantité qui est considérée comme une énergie emmagasinée au sein de lui. Donc si vous voulez, le dichlore ici a une énergie qu'on appelle quoi? Une énergie interne. Il est caractérisé par une énergie interne. Pour que cette énergie interne soit minimisée, il faut apporter une certaine quantité d'énergie pour permettre de faire quoi? Pour permettre de faire
la rupture. Donc, pour une condition liée par rapport à la rupture, il faut quoi? Il faut que l'énergie photochimique qui est apportée soit strictement supérieure par rapport à quoi? Par rapport à la quantité d'énergie interne. Donc, si nous remplaçons les termes par leur valeur ici, on comprendra que finalement, la valeur de la radiation lambda photochimique va être inférieure en ce moment à la valeur de quoi? À la valeur de lambda interne. En remplaçant chaque énergie ici, parce que H est une constante, sa valeur est pratiquement égale à 6,62 fois 10 exposant moins 34 joules fois seconde. C également une constante, la valeur est égale à 3 fois 10 exposant donc 8 mètres par seconde. Donc ici, la seule variable ici, c'est la longueur d'onde. Ce soit l'énergie, elle évolue souvent en fonction de quoi? En fonction de la radiation. Donc si on parle d'initiation, l'initiation est caractérisée par quoi? Par la formation de deux centres actifs, Cl point, Cl point. Ensuite, nous avons la deuxième phase qui est considérée pour nous comme étant la phase de quoi? La phase de propagation. La phase de propagation, le premier centre actif qui apparaît ici, qui est le Cl point, va réagir avec une des molécules, donc qui est le CH4. Donc ça va donner naissance à quoi? Le CH4 ici va libérer le proton pour la formation de HCl plus quoi? Plus un nouveau centre actif. Donc au cours de cette réaction, le centre actif Cl point là va disparaître. Le nouveau centre actif qui apparaît ici, CH3 point, va réagir avec la première molécule que nous avons ici, qui est le Cl, qui est le Cl2. Donc, au cours de cette réaction, le Cl2 va libérer le proton ici, donc il va se former ici le CH3, Cl plus quoi, plus le Cl point. Donc, si vous prenez l'équation, on constate qu'au cours de ce processus, le premier acte élémentaire, il y a eu disparition du centre actif. Deuxième acte élémentaire, il y a eu ce qu'on appelle la régénération. C'est pourquoi on vous a défini tout à l'heure que la propagation constitue pour nous comme étant la disparition et la régénération du centre actif. Autant de fois que le Cl point disparaît, il se régénère ici, autant de fois le CH3 point disparaît ici, il va se régénérer par là. Et généralement, si vous prenez la superposition de ces deux actes élémentaires, ça correspond pratiquement ici à l'équation bilan. C'est-à-dire, en ce moment, quand vous prenez l'équation bilan là, on simplifie le Cl point, le Cl point, CH3 point, CH3 point, il va rester le CH4 qui est déjà là, le Cl2 qui est déjà là, le HCl qui est déjà là, et le CH3Cl aussi qui se trouve ici. En ce moment, on dit que le nombre de centres actifs est égal à 2 ici, le nombre de réactifs est égal à 2. En ce moment, on a affaire à une propagation à chaîne quoi? À chaîne linéaire. Bien. La dernière phase que nous allons voir, c'est la phase liée par rapport à la propagation. À la rupture du moins de la chaîne. Rupture de la chaîne. Donc, la dernière phase ici, elle est considérée comme étant l'étape liée par rapport à la rupture. Donc, la rupture de la chaîne est caractérisée par quoi? Il faut comprendre que cette rupture est caractérisée par la notion d'autocombinaison des centres actifs. Donc, on parle de l'autocombinaison des centres actifs et de l'intercombinaison des centres actifs. Donc, cette autocombinaison des centres actifs et de l'intercombinaison s'interprète par quoi? Par la disparition complète des centres actifs. On parle de l'autocombinaison, on a deux centres actifs. Donc, Cl point va réagir avec Cl point, c'est une autocombinaison. Donc, ça donne naissance à Cl2. Ensuite, nous avons le CH3 point plus quoi? Plus le CH3 point, c'est également une autocombinaison qui va donner naissance à C2H6. Ça, c'est l'autocombinaison. L'intercombinaison, c'est entre le CH3 point et le Cl point qui va donner naissance ici à CH3Cl. Mais vous comprendrez que on a montré dès le début que
l'étape que nous avons ici, l'étape numéro 1 que nous avons, c'est une étape où réellement il y a ce qu'on appelle absorption d'énergie. Pour que cette quantité d'énergie soit restituée à la fin, on peut résumer réellement cette équation à une seule équation, parce que les deux autres équations-là n'ont pas pu absorber la quantité d'énergie que l'autre a absorbée. Donc ici, principalement, le CL point, l'énergie qu'il a emmagasinée préalablement, cette quantité d'énergie va être restituée. Pour qu'elle soit restituée, pour ne pas qu'il y ait un phénomène de faillite dans le processus réactionnel, il faut associer pratiquement à cet élément-là un partenaire de choc. Donc si on associe un partenaire de choc, l'équation là-bas se résume à la seule équation. Donc on a 2 fois CL point qui va se combiner avec un partenaire de choc. Ce partenaire de choc va absorber la quantité d'énergie, donc il va passer à l'état excité, plus quoi? Plus de CL2. Donc vous pouvez rencontrer dans beaucoup de documents où réellement les 3 actes élémentaires peuvent être résumés réellement à ce seul acte, mais en montrant que bel et bien il y a eu la présence de quoi? Il y a eu la présence d'un partenaire de choc qui a la possibilité d'absorber de l'énergie. Donc, en résumé, il faut comprendre que lorsque nous parlons d'un mécanisme réactionnel, le mécanisme réactionnel explique le comportement microscopique des réactifs via des produits. Et dans ce mécanisme réactionnel, les différentes phases qu'il faut comprendre, nous avons la phase d'initiation, nous avons la phase de propagation, nous avons la phase de rupture. Et beaucoup d'exemples sont élaborés dans le programme. Aujourd'hui, principalement, on va voir le premier exemple. La prochaine fois, on va vous donner d'autres exemples qui vont vous expliquer encore les processus liés par rapport au mécanisme de réaction. Je vous remercie.